Alors, bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire un enregistrement audio pour la présentation de ce diaporama que j'ai déjà mis il y a une semaine sur Moodle, et vous savez bien que ce diaporama ne fera pas l'objet de l'examen de demain. Mais je trouve que c'est quand même bien de voir un petit peu ensemble, même si là je suis toute seule, mais de voir ensemble, voilà, disons les études plus récentes sur l'expression du déplacement. Donc jusque-là, en fait, ce qu'on a pu voir ensemble, c'est l'expression de la localisation statique. On a fait aussi un travail comparatif entre les langues et l'expression de la localisation dynamique en faisant une distinction entre la notion de mouvement et de déplacement. Donc nous, on s'est beaucoup focalisé sur la classification typologique des langues qui a été proposée par Talmy, donc la distinction qu'on fait entre les langues à cadrage verbal d'une part et les langues à cadrage satellitaire d'autre part. Donc là, je vous rappelle que les langues à cadrage verbal, d'après Talmy, correspondent aux langues romanes, et il s'agit de langues donc, qui ont tendance à lexicaliser la notion de trajectoire dans le verbe, par exemple dans le verbe entrer en français, alors que les composantes du mouvement ou du déplacement, les composantes qu'on appelle secondaires, telles que la manière ou la cause, sont lexicalisées en dehors du verbe principal, à l'aide par exemple d'un gérondif, d'un adverbe, etc. Donc, par exemple, entrer en courant, entrer précipitamment dans la chambre. Pour ce qui est des langues à caractère satellitaire, ce qui serait le cas des langues germaniques, surtout, il s'agit de langues qui tendanciellement lexicalisent dans la racine du verbe principal la notion de manière et ou de cause, alors que la trajectoire est encodée dans un élément qui est externe au verbe et que Talmy a appelé satellite. C'est le cas par exemple en anglais du verbe run out ou run in, où le verbe run lexicalise justement la manière du déplacement, donc c'est le verbe courir, et in ou out sont des satellites qui encodent la notion de trajectoire. Donc, disons qu'à partir de cette classification typologique des langues, beaucoup de chercheurs se sont questionnés sur la validité de cette classification, et nous, on avait déjà vu que Slobin en 2004 et en 2006, il a créé plutôt un continuum des langues qui se base sur la science et la manière du déplacement, et que toujours Slobin, mais aussi avec Kameka et Sbi, ont également ajouté à la classification de Talmy un troisième type de langue. Il s'agit des langues equipolently framed, des langues équipolentes. Donc vous savez bien que les langues équipolentes, ce qui est le cas du chinois par exemple, se caractérise par le fait d'avoir des éléments, de la plupart des cas des verbes ou des séries de verbes, où on trouve l'information de la manière et de la trajectoire, mais les éléments linguistiques ont le même statut du point de vue morphosyntaxique. Si on a des séries de verbes, par exemple un verbe de manière plus un verbe de trajectoire, le fait d'avoir d'abord le verbe de manière ne signifie pas que cette structure renvoie au cadrage satellitaire. Pas du tout, parce que ces deux verbes ont exactement la même importance, le même statut en termes morphosyntaxiques. Donc disons que nous, on s'était arrêté sur ce point, c'est-à-dire que des auteurs dans les dernières années ont fait une distinction plus large, on pourrait dire, des langues du monde, et qui ont préféré de classer les langues tout au long d'un continuum et pas dans des catégories rigides. Justement parce que les langues, comme je vous ai déjà dit il y a pas mal de fois dans nos séances, les langues peuvent présenter différentes options pour véhiculer une information linguistique, notamment une information spatiale. Donc là, ici, sur cette page, sur la page 3 de ce diaporama, donc vous avez sur le point 2, une autre variation
ou une autre nuance, on pourrait dire, qu'on a fait à propos de la classification des langues du monde du point de vue du mouvement et du déplacement. C'est-à-dire que jusque-là, nous, on s'est bien focalisé sur les variations intertypologiques, donc les variations entre les langues. Maintenant, on va voir plutôt les variations intratypologiques, c'est-à-dire variations dans des types de langues qui appartiennent à la même famille typologique. Plus spécifiquement, Ibarrex Teantunano avec Gascon et d'autres auteurs ont bien mis en relief que les langues peuvent appartenir à la même famille typologique. Toujours, quand on parle de type de langue dans ce cas-là, on fait référence uniquement à la typologie spatiale. Donc, les langues peuvent appartenir à la même famille typologique sans pour autant avoir le même degré d'élaboration des composantes sémantiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plusieurs langues, par exemple l'espagnol, le basque et le français, considérées comme des langues à cadrage verbal, peuvent en réalité détailler la situation de déplacement de manière pas totalement identique, donc on peut avoir des petites variations dans l'encodage des situations de déplacement dans ces langues. Donc justement l'auteur dans cette citation, il dit que les langues peuvent appartenir à la même famille, mais ça n'implique pas que ces langues caractérisent la situation du mouvement de la même manière, à la fois du point de vue qualitatif et quantitatif. Donc, Ibarrex Teantunano a beaucoup étudié le cas de l'espagnol et du basque. L'espagnol et le basque sont considérés comme des langues à cadrage verbal, mais d'après cet auteur, en réalité, le basque détaillerait beaucoup plus la composante de la trajectoire par rapport à l'espagnol. C'est-à-dire qu'en basque, on peut avoir, par exemple, un équivalent de la phrase anglaise « descend from the cliff down into the river », où on peut voir que la trajectoire est lexicalisée donc « from the cliff », déjà dans « descendre », dans le verbe. « From the cliff », c'est le point de départ, « down », c'est un satellite, et « to the river », c'est la phase finale, donc le but du déplacement. Donc, ce que Ibarrex Teantunano a proposé, c'est donc de classer les langues au long d'un continuum de science des composantes spatiales plutôt que d'inscrire ces langues dans des catégories typologiques rigides. Donc, plus particulièrement, l'auteur propose un continuum de science de trajectoire, parce qu'elle a beaucoup étudié ça, surtout cette composante sémantique, la trajectoire, et donc elle propose un continuum des langues qui va des langues à haute science de trajectoire aux langues à basse science de trajectoire. Un continuum qu'on pourrait bien mettre à côté de celui qui était proposé par Sloben en 2004 et qu'on a vu ensemble dans nos cours en présentiel, et il s'agissait d'un continuum qui s'appuie surtout sur la manière du mouvement, du déplacement. Donc là, vous avez une petite citation de l'auteur qui dit voilà, il y a un continuum qui est assez clair dans l'élaboration de la trajectoire. Les langues à l'intérieur du même groupe typologique décrivent la trajectoire selon différents degrés d'élaboration. C'est-à-dire qu'il y a une variation intratypologique, donc à l'intérieur du même type de langue. Et que les langues de ces trois groupes de lexicalisation différentes sont situés à différents points au long d'un continuum. Donc nous, on va voir ça, le continuum. Ce continuum, donc vous voyez ici, de la partie haute, on a les langues qui sont considérées high path salience, donc les langues qui détaillent beaucoup la notion de trajectoire. C'est le cas donc du basque, du suédois, l'islandais, de l'anglais, de l'allemand, du turc, danois. Et ensuite, on a les langues à basse low path salience, donc les langues à basse science de trajectoire, ce qui est le cas donc français, espagnol, mandarin chinois, thaïlandais, etc., etc. Donc au fur et à mesure qu'on descend dans le tableau, dans le continuum, on aura des langues qui sont basse science de trajectoire, des sciences de trajectoire.
Donc, à partir de ces travaux qui ont été faits par Ibarrex-Antonano, Zlobin, en réalité, il avait déjà distingué en 1996 entre les verbes qu'il appelle minus ground et les verbes plus ground. Quelle est la différence entre ces deux verbes? Alors, pour démontrer que les langues satellitaires détaillent la trajectoire beaucoup plus que c'est la cadrage verbal, les verbes minus ground réfèrent aux constructions où le verbe est suivi, apparaît, disons, tout seul, ou c'est un verbe, on peut avoir un verbe qui est accompagné d'un seul satellite maximum. Donc on peut avoir un verbe tout seul, ce qui est le cas de fall, fell au passé, et d'un verbe qui est accompagné d'un seul satellite maximum. Donc c'est fell down, fall down. Les verbes plus ground, en revanche, ce sont des verbes qui sont accompagnés de plusieurs compléments qui désignent la trajectoire. Donc fall down into the river. Là, on a déjà deux éléments après le verbe qui détaillent la trajectoire parce qu'on a le satellite down et on a into the river, un syntagme prépositionnel de phase finale du déplacement, donc de but du déplacement. Donc, dans son travail, dans son étude, Ibarrex-Antunano a repris la notion des verbes minus ground et plus ground formulés par Zlobin et a placé, disons, au sommet de son continuum les langues qui ont tendance à ajouter au verbe plusieurs éléments exprimant la trajectoire. Alors que dans la partie basse du continuum, on retrouve surtout des verbes minus ground. Donc, si on revient sur le continuum, ici, de la partie haute, on aura des verbes qui sont plus ground. Et de la partie basse, ici, on a des verbes qui sont, on trouvera des verbes dans ces langues qui sont surtout minus ground. Donc, qui sont soit suivis d'un seul satellite, un seul élément qui exprime la notion de trajectoire, soit on trouve des éléments, des verbes tout seuls qui expriment, qui lexicalisent déjà la trajectoire, la notion de trajectoire. Alors, donc, encore le basque représente donc un cas très intéressant de variation intratypologique au sein des langues verb frame, des langues cadrage verbal. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir en basque un équivalent de la phrase from the cliff down into the river, fell from the cliff down into the river. Vous voyez ici en basque où on a effectivement plusieurs éléments qui expriment la trajectoire parce qu'on a cliff, donc c'est from the cliff, danak. Après on a below, donc c'est down. Après on a le verbe fall et on a également river, into the river. Donc on a trois compléments de trajectoire, from the cliff down to the ground, into the river. Et ces constructions sont appelées complex path constructions, c'est-à-dire des constructions qui contient à la fois l'information de la source et du but du déplacement. Même si parfois, très souvent, en réalité, le but du déplacement est redondant parce qu'il est déjà lexicalisé dans le verbe, ce qui est le cas de BR qui signifie to the ground, qui en réalité c'est déjà contenu dans le verbe errori parce qu'on sait normalement que quand on tombe sur le sol. C'est un élément qui est déjà lexicalisé dans le verbe. Donc, le basque se comporte différemment des autres langues à cadrage verbal, par exemple l'hébreu et l'espagnol, où ce genre de construction, donc de complex path constructions, est plutôt occasionnel. Donc, Ibarrex-Antunano a également montré que les langues équivalentes sont dépourvues de ces constructions, alors qu'elles sont très utilisées chez les locuteurs des langues satellitaires. Donc, le résultat, c'est donc de cette étude, c'est de, en réalité, penser, de raisonner toujours en termes de continuum des langues dans la description et l'élaboration de la trajectoire, indépendamment de leur appartenance typologique. Parce qu'on a dit que même au sein du même type de langue, il peut y avoir des variations pour l'expression du déplacement. Alors, une autre étude très intéressante, c'est une étude qui a été faite par Ragnats, Dottir et Strömqvist
qui ont étudié 3 langues satellitaires, l'islandais, l'anglais et le suédois, et qui ont montré en réalité l'existence d'une variation intra-typologique, cette fois-ci au sein de 3 langues qui sont considérées comme un cadrage satellitaire. Donc le résultat de cette étude est que il faudrait en réalité créer une hiérarchie qui concerne la lexicalisation du déplacement, du mouvement, parce que l'islandais semblerait exprimer la trajectoire de manière plus détaillée que l'anglais et le suédois. Ici, vous avez quelques exemples, comme take en islandais, take frog up from jar, alors qu'en suédois, on trouve tout simplement take up fork of jar. Et en anglais, je ne sais pas si j'ai mis l'exemple, non, en anglais, ça sera take frog from the jar, tout simplement. Donc, c'est en islandais qu'on a en réalité ici, vous voyez, 2 éléments pour exprimer, pour lexicaliser la trajectoire. Alors, donc, pour revenir en réalité à l'étude d'Ibarek-Santunano, elle a, disons, continué à travailler sur l'évaluation intratypologique avec un autre chercheur, Gascon, et les deux ont étudié 3 langues à cadrage verbal, ce qui est le cas de l'italien, de l'espagnol et du français. Et ils ont jugé l'italien comme une langue à haute science trajectoire à raison de l'emploi de certains verbes qui sont appelés place ground par rapport à l'espagnol et au français qui sont dépourvus de ces constructions ou bien qui les exploitent de manière moins importante. Donc ces verbes en italien sont appelés verbes syntagmatiques et ce sont des verbes qui sont accompagnés d'un élément de nature adverbiale. Par exemple, andare via qui correspond à aller au loin, correre via, courir au loin, saltare fuori, sauter dehors, cadere giù, tomber en bas. Donc un exemple en italien, c'est fa cadere il bambino e il cane giù da un dirupo sul lago, qui correspond à l'anglais he makes fall the boy and the dog down from a cliff to the lake. Donc on peut avoir effectivement une condensation ici de particules giù, qui correspond en bas, dans des dirupo d'une falaise dans un lac. Voilà, over a lake, sous un lac. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir plus de près le cas de l'anglais, le cas du français et le cas de l'italien. Juste pour vous montrer, voilà, comme au sein d'une même langue, on peut trouver différentes options pour exprimer une certaine composante spatiale, à savoir, par contre, qu'il y a toujours des tendances dans les langues, c'est-à-dire qu'on parle de préférence, voilà, de choix auprès des locuteurs et jamais de tendance absolue. Donc pour l'anglais, donc là c'est vraiment une révision parce qu'on sait bien que l'anglais en tant que langue germanique est une langue à cadrage satellitaire parce que c'est une langue qui encode la manière et la cause du déplacement dans la racine verbale alors que la trajectoire est encodée dans un élément post-verbal comme jump out. L'anglais est également une langue à haute science de manière de déplacement en raison de l'attention cruciale qu'on porte à la composante de la manière de déplacement, ce qui va de pair avec la présence d'un vaste répertoire de verbes de manière de mouvement en anglais. Par exemple, crow, slide, tiptoe et pop. Certains verbes intransitifs en anglais lexicalisent la manière, tels que roll, push, peuvent être employés transitivement et être porteurs d'une valeur causale. Donc, il y a certains verbes intransitifs que, lorsqu'ils sont utilisés transitivement, sont porteurs d'une valeur causale. Par exemple, she rolled her bicycle along the pavement across the road. Donc, elle a fait rouler son vélo. Donc ici, on a 3 informations spatiales qui sont encodées dans le même énoncé. La cause et la manière dont roll et la trajectoire du déplacement dans across the road. Donc ce type de lexicalisation qui est typique des langues à cadrage satellitaire permet de compacter, de fusionner
plusieurs composantes sémantiques et spatiales au sein d'une même proposition, d'un même énoncé. Comment on peut encore exprimer ce que nous on appelait le mouvement provoqué ou la cause du déplacement? À l'aide d'un verbe de support, par exemple en anglais, avec le verbe make, suivi d'un verbe dynamique. The deer made them fall into the river. Donc, le cerf les a fait tomber, donc faire tomber dans la rivière. Alors, attention ici, parce que si il est vrai que, d'une part, l'anglais est une langue à cadrage satellitaire, l'anglais présente également certaines structures à cadrage verbal, dont celles associées au verbe de trajectoire comme enter, ascend, descend, cross, fall, parmi lesquelles quelques-uns sont empruntés aux langues romanes, par exemple exit, enter. Donc en anglais aussi, on a une option à cadrage satellitaire. Alors, Baskets en 2013 a montré que même si l'anglais dispose de deux options, donc à cadrage verbal et à cadrage satellitaire, pour exprimer le déplacement, l'option cadrage verbal semble limiter l'encodage de la manière à travers un gérondif. Okay? Ça veut dire que normalement, en anglais, même si on veut se servir de l'option cadrage verbal, il est vraiment compliqué, voire impossible, d'exprimer la manière en dehors du verbe par le biais d'un gérondif. Donc, vous voyez, les exemples, c'est des E. On peut dire en anglais, last year I flew to Hawaii. Okay? On peut dire, non, on peut dire, comme on peut le voir dans l'exemple E, last year I went to Hawaii by plane, mais on ne peut pas dire en anglais, last year I went to Hawaii flying. Okay? Donc, vous pouvez utiliser un syntagme prépositionnel by plane, mais vous ne pouvez pas utiliser en anglais le gérondif flying. Donc, d'autres auteurs ont encore une fois, comme Beavers et al., ont encore souligné l'importance de parler de option dans les langues, c'est-à-dire qu'ils disent que la plupart des langues satellitaires est pourvues de verbes de trajectoire, okay, fall, etc., ce qui les permet de disposer d'options à cadrage verbal pour exprimer les situations de déplacement. Alors, toujours pour ce qui est des langues à cadrage satellitaire, Teresa Cadierno-Ruiz ont montré qu'en réalité, ce n'est pas l'anglais qui représenterait l'exemple le plus prototypique de langue à cadrage satellitaire, mais ce serait plutôt le danois. Pourquoi? Parce qu'en danois, il n'y a pas de verbe de trajectoire emprunté aux langues romanes, comme enter et ascend. De plus, les anglophones, contrairement au pattern typique, au schéma typique des langues satellitaires, expriment très souvent la trajectoire à la fois dans la racine verbale et à l'extérieur du verbe, comme dans come out. Pour décrire une situation de déplacement, il y a du franchissement de frontières de l'intérieur vers l'extérieur. Okay? Out, c'est quand on passe de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, en danois. Donc, toujours pour les langues, on est toujours dans le cas de la possibilité d'identifier des variations ou différentes options dans les langues, toujours en référence à l'anglais. Jarvis et Pavlenko, tout comme Talmy, soulignent que l'anglais, par exemple, il serait plus flexible que le russe, justement pour la présence de ces verbes exit, arrive, etc. Il faudrait faire quand même une distinction plus précise, d'après Jarvis et Pavlenko, entre deux types de langues satellites. Les langues qui se comportent comme l'anglais, où la manière est optionnelle en raison de l'existence de verbes qui lexicalisent la trajectoire, comme come, venir, versus les langues qui fonctionnent comme le russe, où la manière est obligatoirement encodée dans le verbe. Donc, il faut obligatoirement exprimer la manière dans la racine verbale. Par exemple, d'après Tatiana Yakovleva, elle suggère que dans la structure russe pribezat,
K plus datif, parce qu'en russe il y a les K qui signifie arriver quelque part en courant avec un moyen de transport. Le moyen de transport, qui désigne la manière du déplacement, est lexicalisé dans le verbe en russe, mais pas en anglais. Ça veut dire qu'en anglais, on peut omettre cette information, alors qu'en russe, on doit l'exprimer obligatoirement. Okay? Donc ici, vous avez un exemple en russe qui signifie he approached, ran to gate, mais avec un moyen de transport, прибежал. Okay? He arrived at the gate at run. Okay? Mais en réalité, en anglais, on pourrait omettre l'information de courir, okay, at run. Alors, Hendricks et Hickman ont également dit que dans l'expression du mouvement volontaire, les anglais natifs, donc les anglophones, encodent systématiquement la manière dont le verbe, dans la racine verbale, la trajectoire dans des satellites. L'anglais donc semblerait adhérer au schéma de lexicalisation typique des langues à cadrage satellitaire, ce qui a été largement attesté dans la littérature, mais en l'état actuel, aucune étude antérieure n'a réfléchi sur la possibilité de considérer l'anglais comme un système à mi-chemin entre le statut à cadrage verbal et le statut à cadrage satellitaire, ce qui en revanche a été le cas pour le russe. Donc il n'existe pas actuellement des études qui avancent l'hypothèse de considérer l'anglais comme une langue à mi-chemin entre le cadrage verbal et le cadrage satellitaire. Donc, pour les résultats de toutes ces études, et encore une fois, les auteurs soutiennent qu'il vaut toujours mieux parler, les chercheurs soutiennent qu'il vaut toujours mieux parler des différentes options offertes par les langues et de ne pas créer des classifications trop rigides des systèmes linguistiques. Alors maintenant, on passe au cas du français, donc la langue que vous maîtrisez le plus parmi les langues qu'on va voir. Alors, le français, vous savez, comme les autres langues romanes, est une langue à cadrage verbal parce qu'en français, on préfère encoder la trajectoire de le verbe et la manière ou la cause dans des éléments extraverbaux, gérondifs. Par exemple, il est sorti de la maison en courant. Donc, on a trajectoire ici et dans sortir et la manière dont le gérondif en courant. D'où la difficulté aussi à compacter plusieurs informations spatiales dans une même proposition. Ça veut dire que normalement, en réalité, en français, on a besoin de créer différentes ou plusieurs propositions pour exprimer la manière et la cause. La manière et la trajectoire, pardon. Ici, dans la phrase F, il est sorti de la maison en courant, on a deux propositions. Le français est également une langue low manner silent. Il n'y a pas beaucoup de verbes de manière du mouvement, ce qui amène les francophones à ne pas prêter beaucoup d'attention à cette composante spatiale qui serait exprimée uniquement pour des raisons de cohérence textuelle. Pour ce qui est de l'expression du mouvement provoqué ou de la cause du déplacement, en français, on peut avoir un verbe de cause, comme jeter, mettre, retirer. Un verbe qui lexicalise la cause et la manière à la fois, comme pousser, tirer. Un verbe de moment intransitif, mais utilisé transitivement, comme monter un objet, sortir un objet de la poche. Des verbes de cause qui comprennent des préfixes d'origine latine, qui lexicalisent la trajectoire, c'est-à-dire qu'on retrouve la trajectoire dans le préfixe, dans l'ancien préfixe, comme emmener. Et des verbes support, comme faire, suivis d'un verbe de trajectoire ou de manière, donc un verbe dynamique, comme faire tomber ou faire basculer. Alors, disons que dans les dernières années, il y a des auteurs, notamment Aneta Kopečka, qui ont mis en relief la complexité du statut typologique du français. C'est-à-dire que même si le statut à cadrage verbal reste dominant chez les francophones natifs, en réalité, d'autres structures ne seraient pas négligeables. Aneta Kopečka a fait des études surtout du point de vue diachronique et il soutient qu'en français, on peut avoir deux types de stratégies typologiques, le cadrage verbal et le cadrage satellitaire,
Pourquoi le cadrage satellitaire? Parce que ce cadrage satellitaire, on le trouverait dans les préfixes de certains verbes français, comme accourir, s'envoler, s'enfuir, emporter. Donc, accourir, on a le préfixe AC qui désigne la trajectoire. Donc, accourir, c'est vers, courir vers quelqu'un, quelque chose. S'envoler, on a voler qui est le verbe de manière et en qui désigne la trajectoire, l'éloignement. Pareil pour s'enfuir et emporter, c'est porter vers. Donc, la présence de ces préfixes qui se sont désormais amalgamés au verbe, et donc il y a des préfixes qui ne sont plus identifiables à ce jour, ces structures sont considérées comme les résidus du système typologique de l'ancien français, parce que l'ancien français était une langue qui a évolué, disons, au fil des siècles vers le cadrage verbal. L'ancien français dérive, le français vient du latin, et le latin est une langue, était une langue à cadrage satellitaire. Qu'en français à l'état actuel, on a 60 préfixes d'origine latino-grecque, parmi lesquels 11 se caractérisent par le fait de fournir la notion de trajectoire à l'activité dynamique qui est exprimée par le verbe. Donc, ces préfixes, disons que donnent quand même au verbe le cadre spatio-temporel du procès. Donc, le point de départ, comme s'envoler, la phase médiane, comme parcourir, et le point d'arrivée, comme accourir. Kopečka souligne aussi qu'il faudrait identifier un continuum allant des préfixes qui sont encore identifiables dans le français contemporain, comme apporter ou porter, aux préfixes qui se sont complètement fusionnés au verbe et qui ne sont plus du coup transparents du point de vue sémantique, comme arriver, où on a AR, donc arriver, affluer et dégringoler. Donc, d'autres chercheurs, comme Dimani, Hendricks et Hickman, ont présenté la langue française comme une langue qui présente un statut typologique complexe ou typologiquement hybride, justement parce qu'il y aurait une flexibilité du français quant au locus des informations spatiales. Qu'est-ce que le locus? Le locus, c'est justement le moyen linguistique, le lieu vraiment de la phrase où on encode l'endroit, où on encode l'information spatiale. Donc la trajectoire de la racine verbale, mais la trajectoire, on peut la trouver également en dehors du verbe. Si on pense à la phrase, si on regarde les phrases G et H, on a une patineuse, elle fait quelques glissades pour arriver sur le ponton. On a une patineuse, c'est un nom qui désigne la manière, faire quelques glissades dans la manière, et pour arriver sur le ponton, c'est la trajectoire, ok? Et ce n'est pas le verbe principal pour arriver sur le ponton, c'est une proposition subordonnée. Alors, ces auteurs, Dimani, Hendricks et Hickman, en réalité ont considéré comme tout élément se situant en dehors du verbe principal a été considéré comme un satellite. Donc, dans ce cas-là, pour arriver, ce serait un satellite de trajectoire, si vous voulez. Dans la phrase H, en fait, on a un jogger, donc qui court, qui traverse la route. Pareil ici, parce que qui court et qui traverse, ce sont quand même des propositions relatives. Donc, ce n'est pas un verbe principal. Donc, les auteurs ont également remarqué une variabilité importante chez les francophones de l'expression du mot provoqué, c'est-à-dire que la cause est souvent lexicalisée dans la racine verbale, il a tiré le sac très lourd, alors que la trajectoire est exprimée en dehors du verbe, tout en haut du toit. Pour cette raison, le français est considéré auprès de ces chercheurs comme un système opaque par rapport à l'anglais qui présenterait une plus forte systématicité dans la distribution des composantes spatiales. Alors, on va voir, alors là, disons que ces chercheurs ont fait surtout des études, pas en L1 mais en L2, donc elles ont dû vraiment montrer que le fait que le français soit présente en système opaque pourrait rendre
complexe le système d'acquisition du français langue seconde, d'autant plus quand les apprenants, ce sont des apprenants anglophones qui ont un système, disons, plus systématique, qui présente une majeure systématicité par rapport au français. Alors, on va voir maintenant dans la dernière partie de ce diaporama le cas de l'italien, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ibarek Stentunan et d'autres auteurs ont fait des études sur les langues cadrage verbal et en mettant en relief que l'italien serait la langue qui aurait tendance à détailler davantage la trajectoire. Donc là, pour le moment, sur cette page du diaporama, on fait un petit résumé de la classification traditionnelle de l'italien. Donc l'italien, tout comme le français, langue à cadrage verbal, également langue à basse science de manière de déplacement, et difficulté pour les italophones, tout comme pour les francophones, à fusionner des informations spatiales au sein de la même proposition. Donc on a besoin de plusieurs propositions et de séparer les informations dans les propositions. Jean è arrivato a casa facendo tutto il tragitto sulla punta dei piedi. Jean est arrivé à la maison, c'est la première proposition. Et ensuite de la subordonner en faisant tout le trajet sur la pointe des pieds, on a la manière. Tout comme le français, comment est-ce qu'on peut exprimer le mouvement provoqué en italien? Nous disons qu'on peut retrouver à peu près les mêmes tendances, combinaisons attestées pour le français. Donc on peut avoir des verbes de cause comme mettre, mettere, prendere, buttare, qui permettent d'identifier le moment de l'entité déplacée. En verbe lexicalisant la cause et la manière de déplacement à la fois. Par exemple, scuotere pour secouer, ou tirare pour tirer, ou acchiappare pour serrer de façon rapide. En verbe lexicalisant cause et trajectoire à la fois, par exemple en italien on a un seul verbe, portare, pour dire amener, ramener, emmener. Lanciare pour lancer, allungare pour allonger. Et comme en français, on peut se servir de constructions périphrastiques, de verbes support comme fare, faire, suivi d'un verbe dynamique à l'infinitif, donc faire cadere pour faire tomber ou far scivolare pour faire glisser. Alors, disons qu'à partir des années 90, plusieurs linguistes ont remis en question le statut typologique de l'italien, justement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, en italien, il existe une classe lexicale de verbes qu'on a appelé tout à l'heure verbes syntagmatiques, mais que vous pouvez également appeler verbes en particules. Par exemple, saltare fuori, sauter dehors, buttare giù, jeter en bas, andare fuori, aller dehors, et qui s'apparentent aux langues germaniques. Donc, les premiers auteurs qui se sont focalisés sur ce type de construction sont Simone et Schwarz, qui ont montré qu'il s'agit justement de cette classe lexicale homogène par leur formule et leur comportement du point de vue sémantique et syntaxique, et que cette classe de verbes est très exploitée, surtout à l'oral en italien, et c'est ce point qui distinguerait l'italien des autres langues romanes du point de vue de la typologie lexicale. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Okay. On peut avoir tirare fuori pour dire tirer dehors, mais pour dire sortir transitivement. Donc, sortir quelque chose de la poche, on peut dire ho tirato fuori dalla tasca. Andare via pour dire aller au loin, s'en aller. Mettere su pour dire mettre en haut, monter, utiliser transitivement. Donc, disons que l'italien est sans doute une langue à haute science trajectoire pour la présence de ces verbes, contrairement à l'espagnol et au français, qui ne donnent pas beaucoup de détails sur la composante de la trajectoire. Les italophones, par contre, se comportent de la même façon que les locuteurs d'autres langues romanes, pour l'expression de la manière. Ça veut dire que, du point de vue de la manière de déplacement, ce n'est pas intéressant de créer un continuum des langues au sein d'une variation intratypologique pour la composante de la manière dans les langues à cadrage verbal, parce qu'elles semblent se comporter toutes de la même manière, donc pas beaucoup d'attention à la manière. Au contraire, il s'agirait donc juste d'une variation intratypologique entre italien, français, espagnol au sujet de la science de la trajectoire, et pas de la manière.
Alors, la dernière page de ce diaporama porte une autre distinction qui est très faite par Simone entre les langues à cadrage verbal et cadrage satellitaire, c'est-à-dire que l'auteur parle d'une distinction entre les langues à haute motionnalité et les langues à basse motionnalité. Quelle est la différence entre ces deux catégories? Alors, les langues à haute motionnalité incluent l'anglais et le latin. Justement, pourquoi le latin? Parce que le latin a beaucoup de préfixes de trajectoire. Donc, il s'agit de langues où le verbe de mouvement englobe invariablement l'information de la trajectoire. En revanche, les langues à basse motionnalité correspondent aux langues, par exemple, telles que l'italien, qui peut être considéré comme une langue à satellite parce qu'on l'a vu, il existe toute une série de, de particules, de verbes à particules, utilisées pour suppléer au manque de préfixes latins qui ne sont plus identifiables en français, par exemple. Et pour suppléer au manque de ces faiblesses, alors il faut avoir recours à d'autres moyens pour exprimer la trajectoire, notamment les particules post-verbales dans les verbes syntagmatiques. Okay? Donc, par exemple, la particule giù dans cadere giù, qui correspond à tomber en bas. Et ne vous inquiétez pas pour cette classification parce qu'elle est vraiment, c'est une distinction trop conceptuelle qui peut poser quelques difficultés. Donc là, pour nous, pour ce diaporama, ce qui est vraiment important, c'est surtout de voir ce qui se passe en anglais, en français, en italien, et de voir qu'il existe effectivement des variations intra-typologiques et pas seulement inter-typologiques. Alors, je vous conseille de lire tranquillement ce diaporama et des articles que j'ai déposés sur Moodle. Si après l'écoute de cet enregistrement, la lecture de ce diaporama et de quelques articles que je vous invite à lire, si après tout ça, vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à m'écrire un message, à utiliser le wiki que j'ai créé sur Moodle pour qu'on puisse interagir et pour que je puisse vous donner plus d'informations là-dessus. Bon courage à vous tous.